Bonjour. Bonjour mesdames et messieurs. C'est un plaisir pour mes douanes de vous accueillir cet après-midi. Madame la Présidente qui est avec nous aujourd'hui vous dira quelques mots tout à l'heure. Je voulais d'abord vous accueillir dans ce nouveau siège social dans lequel on a plaisir de travailler, je peux vous assurer. Et vous êtes dans un bâtiment bioclimatique dont il n'y a pas de clim. C'est quand même important dans sa conception. Il a été fait pour et avec les salariés. Et c'est un élément important de notre qualité de vie au travail. Donc merci au CAUE d'avoir choisi Medouane pour cet après-midi CAUE. Et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Voilà. Merci. Merci Dominique, merci pour l'accueil, merci aussi Madame la Présidente d'accueillir le CAUE pour cette table ronde et ensuite pour notre Assemblée Générale et aussi avec une visite donc avec les personnes de Medouane Habitat mais aussi avec l'architecte du bâtiment, donc Gwen David de l'agence DDL et Eulalie Marivière, voilà, qui est paysagiste chez Leroy Paysage et qui nous fera une visite aussi ensemble. Donc ça durera une demi-heure. Donc on a choisi de vous parler en préambule de notre Assemblée Générale d'un sujet qui nous tient à cœur tous et puis on s'est dit aujourd'hui il y a des nouveaux élus, il y a des nouvelles mandatures depuis le printemps. Donc on se pose tous des questions et régulièrement au CAUE on a ces questions-là de revitalisation de centre-bourg, de s'adapter à tout ce qui se passe, comme on voit ces jours-ci, mais aussi à nos nouveaux modes de vie, etc. Et du coup, on s'est dit que c'était intéressant de parler, cette table ronde, on l'a intitulée « Préserver, transformer et habiter nos bourgs ruraux ». Parce que la Mayenne, c'est 240 communes, c'est 300 000 habitants, c'est 9 intercos et du coup c'est beaucoup de petites communes avec une plus grande ville mais pas si grande que ça à Laval et on y vit bien, il y a un beau cadre de vie mais il y a aussi quelque chose à continuer et à faire vivre et c'est pas si simple et par exemple de garder un centre-bourg vivant avec des habitants qui soit convivial, qui soit aussi facile pour vivre et puis avec un cadre de vie intéressant, c'est pas si simple. Du coup, on a choisi de faire cette table ronde avec des intervenants que vous avez peut-être vu dans d'autres événements qu'on a déjà réalisés au CAUE ou dans d'autres moments. Donc, vous avez entendu Dominique Duret, qui est le directeur général de Medouane Habitat, donc du bailleur social, il se présentera. On a Nicolas Godard de l'agence Mire Architecte, une agence qui est sur Paris, je dirai aussi après. Pierre Arnoux d'une agence Nantes et Paris, architecte. Et Jean-Yves Chapuis, qui est urbaniste consultant. Vous nous direz aussi après tout ce que vous avez, tout ce que vous êtes. Voilà, et de Rennes plutôt. Ce qu'on a prévu pour que ce soit assez vivant, il faut qu'on essaye de terminer à 6h moins le quart pour pouvoir après visiter le bâtiment une demi-heure avant d'attaquer notre assemblée générale avec les éléments statutaires. On est obligé un peu de passer par là, mais on essaiera que ce soit aussi vivant. Donc je n'ai pas présenté, il y a Antoine Masson qui est arrivé au CAUE depuis le 1er avril, qui a travaillé aussi beaucoup sur toute cette organisation de l'Assemblée Générale, mais aussi de ce moment-là, et aussi avec le reste de l'équipe, on verra tout à l'heure. Et du coup, on va essayer déjà vous allez avoir chacun, on a compté pour une minute à peu près, à tour de rôle, vous présentez. Et ce que vous allez voir en boucle, il y a des images qui vont passer. C'est des images que les 4 intervenants nous ont envoyées pour illustrer le propos. Donc c'est des choses qui parlent par rapport à votre action de chacun. Et du coup, le premier temps, c'est pour chacun se présenter. Vous dites votre nom, voilà, je le dis juste un petit peu, mais c'est écrit, mais votre nom, votre structure, vous parlez un petit peu, votre parcours, mais très vite, et sur quoi déjà vous êtes interrogé ou interpellé par ce sujet. Je ne sais pas qui commence. Jean-Yves ou Dominique? D'accord, j'y vais. Je suis Dominique Duret, donc je suis directeur général de Medouane depuis 2012.
travaillé dans le logement social pendant 40 ans, notamment sur des professions de maîtrise d'ouvrage, du développement. Et j'ai plaisir à faire de Medvan, avec ses salariés, un acteur important de l'acte de construire, mais aussi de renouvellement urbain des centres-bourgs et des centres-villes et des centralités communales. Voilà. Donc c'est un sujet qui, bien évidemment, prend toute son ampleur depuis nombreuses années, mais particulièrement aujourd'hui, sur le devenir des centres-villes, des centres-bourgs, des communes. Et un bailleur social a toute sa place dans cette réflexion-là, mais ne peut exister que si, et j'y tiens beaucoup, il y a un vrai projet communal, projet de ville en amont. Puisque le logement, sous ses différentes composantes, c'est aussi de l'habitat. Donc c'est de l'habitat de loisirs, c'est de l'habitat de service, c'est de l'habitat familial, et c'est aussi de l'habitat plaisir par moment. Donc sans ce vrai projet communal, il n'y a pas de vision et de renouvellement urbain qui se passe dans de bonnes conditions. Et le bailleur social peut amener dans ses réflexions, son expérience, sa vision, ses capacités à faire, parmi d'autres professionnels, bien évidemment. Donc le sujet est d'autant important. Merci, Dominique. Je ne sais pas qui continue. Nicolas. Je vais y aller. Bonjour à tous, Nicolas Godard, gérant de Mir Architects. Donc on est une agence, on va dire, à taille humaine de 4 personnes qui est basée à Paris, mais qui a aussi vocation à travailler sur les territoires. On a des projets qu'on développe à Nantes et dans la région de Dijon. Voilà, j'espère bientôt aussi dans le secteur de la Mayenne. Notre agence, elle a une quinzaine d'années et elle a, je dirais, commencé à bifurquer il y a environ 10 ans sur des programmes qui sont plus de la réhabilitation, de la transformation, de l'extension. Et quand on construit neuf, on essaye de construire essentiellement avec des matériaux biosourcés, du bois et on se fait une spécialité en béton de chambre également. Voilà, on a pris conscience des problèmes environnementaux que posait l'acte de construire depuis déjà un moment, et donc on essaye d'être un peu responsable par rapport à ce niveau-là, et donc d'utiliser les bons matériaux aux bons endroits, de faire des bâtiments qui sont climatiquement intelligents, qui font recours au réemploi, à des matériaux locaux, etc. Je le développerai plus tard. Merci. Continue. Bonjour, donc Pierre Arnoux, je suis associé co-gérant de Arnoux Architects. Je suis associé avec mon frère aîné qui vit à Montreuil, à côté de Paris. Et moi je vis et je travaille à Nantes. Donc on est une jeune agence fondée en 2019, basée à Paris et à Nantes. Et notre spécificité, c'est la compétence d'architecture du patrimoine que mon frère s'est formé à l'école de Chaillot à Paris, après avoir fait une petite bifurcation en CAP Charpente chez les Compagnons du Devoir suite à ses études à Nantes. Et pendant tout ce temps de formation complémentaire, moi j'ai été diplômé de l'école d'architecture de Rennes et je suis allé travailler pendant 6 ans en Suisse après mon diplôme. Ça a été une formation extrêmement enrichissante de voir comment on fait l'architecture ailleurs, avec un autre regard, une autre manière de penser, notamment de gouvernance démocratique à la fois à l'échelle nationale et dans la réalisation des projets. Donc, architecture du patrimoine, c'est-à-dire qu'on bosse quasi exclusivement dans le bâti existant, à plus ou moins haut degré patrimonial. Et nos projets vont du logement au petit équipement collectif public. On répond beaucoup à des projets de médiathèque, malheureusement pas encore gagnés, mais on a rendu un concours de lycée l'année dernière. Bref, on essaye de varier les plaisirs et de mener une approche diversifiée dans tous nos projets. Jean-Yves Chapuis, donc j'étais à la fois élu à la ville de Rennes, adjoint à l'urbanisme,
et vice-président chargé des formes urbaines. Et les photos que vous voyez là, ça a été donc la création de ce qu'on appelle la ville archipel, c'est-à-dire que 78% du territoire de la métropole est conservé pour l'agriculture et la nature. Et ça m'a amené donc à travailler avec les maires sur les formes urbaines. Et je ne parle jamais de densité, mais de mode de vie, et comment les modes de vie, les évolutions de la manière dont on vit aujourd'hui, on doit réfléchir à des formes d'habitat différentes. J'ai travaillé dans toutes les échelles à peu près, aussi bien à Lyon, Bordeaux, Toulouse, Strasbourg, Marseille, dans des villes moyennes, Royan, Sedan, Béthune, Lens, Liévin. J'ai travaillé aussi dans des territoires ruraux, dans le département des Vosges, en Ariège, dans le SCOT du Périgord vert, donc à peu près toutes les échelles. Et j'ai même eu l'occasion pour l'État français, pour l'ONU, de travailler donc en Amérique latine, en Inde, en Chine. Et j'ai toujours un souvenir en Inde. L'objectif des Indiens, c'est de passer de 250 millions à 500 millions d'habitants en ville. Et quand je faisais les réunions sur l'urbanisme à Rennes, et qu'il fallait expliquer à des gens qu'on faisait 20, 30 logements, qu'on faisait des petites modifications sur les quartiers, car la ville n'est jamais figée, quelquefois, quand j'avais un peu de mal, je leur disais « Vous voulez que je vous parle de Rennes, un petit peu, de ce qui se passe, et tout ça, etc. » Et le fait d'aller voir ailleurs, c'est très intéressant, même si les échelles sont très différentes, de s'apercevoir que l'urbain, et quand je dis l'urbain, c'est tout, c'est les alliances de territoire, parce qu'il n'y a pas du vide qui serait la campagne, la nature, et du plein, l'habitat, la ville archipel, tout est plein. Et c'est le respect de tout ça qui peut jouer, et les alliances de territoire, elles sont fondamentales, parce qu'on ne vit plus sur un territoire limité, on travaille sur plusieurs territoires. Et c'est l'une des difficultés pour les élus, c'est qu'aujourd'hui, les institutions démocratiques ne correspondent pas aux territoires sur lesquels on vit. Et pour moi, c'est l'un des grands débats, on y reviendra peut-être par la suite, qui attend demain la démocratie, qui est fortement remise en cause aujourd'hui pour un certain nombre de raisons. Merci Jean-Yves. Donc on va faire un deuxième temps, ça va être sur les enjeux. Donc pourquoi parler aujourd'hui de préservation, de transformer ces bourgs, etc. Si chacun d'entre vous, soit dans le même ordre, comme vous le souhaitez, intervenir et en 2 minutes, nous dire aussi pour vous ce que c'est, tout ce qu'il y a vis-à-vis du contexte, etc., sur ces histoires d'enjeux. Je ne sais pas qui veut commencer. Les enjeux aujourd'hui sont souvent très mal présentés par l'État français. Quand on parle du ZAN, on dit « Allez, vous ne devez pas construire » ou « réduire ». Ce qu'il faut expliquer, c'est le système Terre, comment il évolue. La Terre qui a 4 milliards 400 millions d'années, l'homme c'est 2 500 000. Et donc, si vous mettrez 24 heures, l'être humain c'est 7-8 secondes. Or, si on ne fait pas attention à notre Terre, tout va se casser la gueule. Et le problème, c'est de comprendre que cette zone critique qui nous permet de vivre en profondeur, où il y a l'eau, et tout ce qui se passe au ciel et dans l'atmosphère, c'est ça qu'il faut conserver si on veut continuer à vivre. On n'ira pas vivre sur les autres planètes parce qu'il n'y a pas cette zone critique, il y a des rochers, donc ça sera vraiment quelque chose. Il faut prendre conscience de ça. Or la difficulté, c'est que l'être humain a réalisé beaucoup de choses par la culture, a développé des quantités de choses, c'est important, le progrès est important, il ne faut pas le nier, mais il faut une coévolution, comme dit le paléanthropologue Pascal Pic, c'est-à-dire que l'intelligence humaine, animale, artificielle, la biodiversité, le climat, toutes les questions doivent se travailler ensemble et le progrès doit ne pas oublier qu'on a un socle qui est la nature et que ce socle, s'il disparaît, on disparaîtra. Même si, je termine là-dessus, même si un jour l'être humain disparaîtra, c'est certain. Mais on a au moins sans doute 2 ou 3 siècles encore de possible, donc profitons-en pour nous, nos enfants et nos petits-enfants. Je sais que c'est pas beaucoup. Vous avez des siècles, 2 ou 3 siècles. Ah oui, oui. Ah non ? Si vous lisez les très grands spécialistes, on sait qu'il y a des volcans qui sont en préparation, on sait énormément de choses, si vous voulez. Mais si vous regardez, quand l'Empire romain s'est cassé la figure,
vous avez une ville magnifique dans le désert en Israël, qui était formidable, qui marchait très bien, tout était extraordinaire, et puis il y a un jour, un tremblement de terre, ça s'est terminé. Dubrovnik s'est cassé la gueule au XVIIe siècle, XVIIIe siècle. Alors bien sûr, la ville est très belle aujourd'hui, mais n'empêche qu'il y a eu un tremblement. Donc, il faut prendre conscience de ça. Mais quand on prend conscience de ça, c'est pas de dire on arrête, ça. Mais on est dans un... La difficulté, c'est que l'être humain a cru que par ses connaissances, que par la culture, par tout ce qu'il crée, il allait être en dehors du système Terre dans lequel nous sommes. C'est ça. Oui, un jour. Mais de la même façon que l'être humain est apparu, un jour, il disparaîtra. On va prendre 2-3 siècles, bon, je trouve très Alors, 2-3 siècles. Mais ça sera plus rapide qu'on imagine. Mais on ne sait pas trop. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, ça veut pas dire qu'il faut pas faire quelque chose. Mais ce que je veux dire, il faut être capable de se mettre dans une dimension, si vous voulez, très vaste. Et pas uniquement de dire, je pense à moi. Et dernière chose, pour rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, ceux qui doivent faire des efforts, c'est les 30% de gens riches. Eh bien, c'est ça qui est difficile. Très bien. On va continuer avec Dominique. Continuer. Oui, alors donc, pour partager avec votre souci que le temps de vie qu'il nous reste soit le plus agréable possible, il est important qu'on construise notre environnement. Et donc la réflexion sur le développement ou le renouvellement des bourgs s'inscrit dans cette logique-là. Comment fait-on pour qu'à partir d'endroits plus ou moins déshumanisés, parce que beaucoup d'endroits vacants, d'un urbanisme plus ou moins désuet, parce que le temps a fait son œuvre, d'un endroit où la vie a fondamentalement changé, parce que la sociologie de l'être humain a changé dans ses rapports, mais aussi dans sa construction familiale, fait-on pour qu'on remette en dynamique, on remette en aménagement les bourgs et les centres-bourgs et les centres-villes. Donc le bailleur social a tout intérêt à être attentif à ces mutations-là parce qu'il est un acteur majeur de l'habitat sur le territoire, Néduan comme Mayenne, comme Caudelia, et qu'on s'inscrit comme un partenaire dans le temps. Donc on doit prendre en compte ces réflexions-là en amont avec les collectivités pour construire la ville de demain à partir de la ville d'aujourd'hui, sans exclure la ville d'aujourd'hui par sa culture, son passé et sa vie sociale et collective, pour l'intégrer dans une projection de demain. Et l'action qu'on doit avoir sur les centres-villes, centres-bourgs ou centres-communes s'inscrit dans cette logique-là. On ne peut plus aujourd'hui considérer l'aménagement urbain comme on le faisait autrefois. Il y a eu des grandes époques, les UP, la désertification de la ruralité, donc on vient faire du logement à droite et à gauche pour garder son école, sans une pertinence, sans une cohérence d'intervention. Alors des fois, il y a des décisions difficiles à prendre, sans parler de l'aménagement technique, parce que certaines décisions impliquent qu'il faut mettre un trait sur le passé, sans l'ignorer, pour construire l'avenir. Donc, avant qu'on parle dans les modes de transformation éventuels, c'est toutes ces réflexions-là qu'on doit avoir en amont sur la vie de la commune, sur la vie de la cité. Et sans ces réflexions-là, on s'inscrit inévitablement dans un échec sur les renouvellements urbains qu'on fait. Nous, toutes les structures, pour ceux qui connaissent bien l'activité de Néduan, vous voyez tous nos programmes, ils sont réfléchis dans cette logique-là. Alors avant de parler de densité, surélévation, d'évolution, voilà, ça c'est la base de la réflexion qui nous semble être nécessaire avant d'engager quoi que ce soit. Donc je vais dans votre sens, parce que j'y crois. Merci. Quand on entend la petite vache, c'est parce qu'on est limite dans le temps. Du coup, je ne sais pas si Nicolas, tu veux continuer? Moi, je partage ce qui a été dit pour l'instant. Je pense que le renouvellement ou la redynamisation des centres-bourgs, c'est aussi quand même le meilleur moyen de lutter contre l'étalement urbain. On sait que M. Chapuis vient de parler de la nécessité de préserver la ressource foncière. Donc
la forêt, les terres arables, etc. Donc on sait que le mitage du territoire, même si au niveau de chaque commune, il a l'air modeste, mais petit à petit, la ville et la bétonisation gagnent le territoire. Et je pense qu'un jour, il faudra prendre conscience de ça et vraiment arrêter ce phénomène qui va mettre tout simplement en danger les générations futures. Donc ça, c'est la première vertu, de se réintéresser au centre-bourg, puisque souvent il est là et puis c'est parfois un délaissé ou quelque chose qui fonctionne mal. Ensuite, souvent, ça permet de travailler sur le patrimoine existant. Je parle du patrimoine au sens bâti, mais aussi paysager, urbain, donc avec des choses qui sont plus ou moins désuètes et qui ont parfois des problèmes de fonctionnement, mais qui ont aussi souvent des qualités qu'on a oubliées ou qu'on peut redécouvrir, des problèmes de fonctionnement, etc. Mais le patrimoine, il est souvent inspirant et puis il peut nous ressourcer aussi. Et souvent, les anciens construisaient avec beaucoup de bon sens et il y avait souvent de bonnes raisons d'implanter les bâtiments comme ils le faisaient, l'orientation d'une rue dans des climats un peu difficiles, etc. Tout ça avait beaucoup de sens. Et c'est vrai qu'on a parfois perdu un peu ce fil-là par une sorte de sentiment de surpuissance technologique à construire des grands ensembles dans des moments d'urgence, etc., la deuxième moitié du XXe siècle. Mais aujourd'hui, notre travail d'architecte urbaniste, c'est peut-être plus de réparer et de se réinterroger par rapport à l'existant. Donc c'est très important. Et puis, c'est inspirant architecturalement aussi au niveau des matériaux. Et je pense, enfin, pour terminer, que c'est une façon aussi de peut-être lutter contre la ville moche. Alors, je ne sais pas si on est nombreux à partager ça, mais j'ai l'impression, pour sillonner la France à vélo pendant mes vacances, il n'y a pas beaucoup de bourgs sans entrée de ville assez tristes sur le plan architectural ou urbain, qui ont souvent une vocation économique qui est intéressante. Hein. On sait que c'est fonctionnel sur le plan économique et à d'autres niveaux, mais je pense que ça fait rêver personne, alors que les centres-bourgs ont souvent des qualités qu'il faut savoir réexploiter, remettre en valeur. Et puis c'est aussi une économie de ressources en termes de matière, puisqu'on est sur une planète dont les ressources sont limitées, donc travailler sur le patrimoine existant, réemployer, démonter, étendre, surélever, c'est beaucoup plus vertueux sur ce plan-là. Et ça fait partie aussi, je pense, du plan dont on travaille sur l'existant. Merci. Sur le sujet des enjeux, Pierre, tu termines. Difficile de passer après tout ce qu'il vient de dire, c'est extrêmement intéressant et bien sûr j'y adhère. Par rapport à ce que tu viens de dire, Nicolas, en fait je voulais juste amener un exemplaire de poche de la France de Raymond Depardon, qui est un grand photographe français originaire d'un milieu très rural, puisque ses parents étaient agriculteurs, et qui a en fait documenté justement ce que je considère comme la beauté de la France, c'est-à-dire à la fois dans ses qualités et ses faiblesses, enfin, les qualités à la fois architecturales, paysagères, d'ambiance de bourg. Enfin, voilà, ça peut être plus ou moins sinistré selon les régions qui sont traversées. Néanmoins, c'est toujours empreint d'une immense poésie, à mon avis. Et en fait, pourquoi il a réalisé ce portrait, c'était une sorte de travail intuitif et viscéral de vouloir aussi documenter ce qui disparaît en fait sous nos yeux, avec ce dont tu viens de parler, notamment les entrées de ville, l'homogénéisation, l'industrialisation, qui tend à simplifier, à standardiser les formes architecturales et urbaines et paysagères. Et donc, j'ai toujours été très intéressé par la photographie, et notamment par Raymond Depardon, et je trouve que ce travail est extrêmement inspirant en termes d'enjeux. C'est-à-dire ne pas standardiser et prendre conscience aussi qu'il y a une beauté incroyable dans nos villes et villages français et que c'est un bien qu'il faut préserver. Si on remonte un peu l'histoire, la France c'était des régions avec des langages différents et le langage de l'architecture en est un. Et en tout cas, quand on intervient dans un site, dans un bâti existant, on cherche à le comprendre, à s'y adapter et à le revaloriser.
après, en termes d'enjeux, on pourra en reparler peut-être plus avec les illustrations, mais moi je pensais, dans notre travail à l'agence, il y a un truc qui nous intéresse particulièrement, c'est la question de la saisonnalité des lieux et la chronotopie, pour utiliser un gros mot, et d'essayer de réfléchir en fait les aménagements à la fois urbains et architecturaux comme pouvant être aussi adaptables en fonction des saisons, et on le subit tous avec la canicule qu'on traverse. Je pense que le Covid a été une leçon d'architecture parce qu'on s'est tous retrouvés en intérieur. Les canicules sont une leçon d'architecture pour comprendre aussi la qualité de l'inertie des matériaux, etc. Donc à nous, collectivement, d'en prendre conscience et d'essayer de faire mieux. De faire mieux. Merci Pierre. Je crois que ça rentre parce que, après je te laisse parler. Ça rentre ça parce que par exemple ici nous on est dans un lieu, c'est un siège social, on est dans un lieu de bureau, de travail, etc. et d'accueil de locataires, et puis finalement on arrive à faire d'autres choses avec l'accueil de cette réunion et de l'Assemblée Générale. On en avait fait une autre avant. Samedi, moi j'étais pour une réunion publique dans un petit bourg, c'était fait dans une église. Bah oui, c'est bien aussi. Puis, finalement, on n'avait pas trop chaud comme ça aussi, donc ça commence à venir aussi tout ça un peu plus. Antoine, donc désormais, quatrième et avant-dernier thème, si vous pouvez nous exprimer en 6 minutes à peu près comment vous illustrez par votre travail, le projet, comment vous répondez à cette problématique de revitalisation des centres-bourgs. 6 minutes chacun. 6 minutes chacun. Alors, dans les centres-bourgs où j'ai travaillé, donc, je me suis aperçu de plusieurs choses. Dans les Vosges, par exemple, dans des communes, en se promenant avec le maire, je m'apercevais que les trottoirs étaient bloqués par des voitures continuellement qui étaient le long des trottoirs, et donc on n'avait pas envie de marcher. Ou même dans des communes, les trottoirs n'existaient pratiquement pas. Et quand vous avez des personnes âgées, elles ne sortaient plus. Donc déjà, c'est comment est-ce que la mobilité peut s'organiser. Et c'est des choses assez simples. Deuxième chose, quand on restructure des places, il y a souvent des architectes, surtout quand ils viennent de Paris, qui disent « vous virez la voiture ». Pas dans des communes où la voiture joue un rôle. Aménager quand même des places où il y a une partie où on peut s'asseoir, tout ça, déjà, et puis permet quand même aux voitures de s'arrêter. L'autre chose, l'évolution du commerce. Il y a des commerces qui disparaissent aujourd'hui, mais pas que dans les petites communes, partout. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, et ça c'est un vrai problème sur l'individualisme narcissique dans lequel on est, c'est moi d'abord. Donc, je commande, je me fais livrer, je paye par Internet, et je n'ai pas besoin de rencontrer des gens. Comment la ville, c'est pas que sa famille, c'est pas que ses amis, c'est toutes les relations de tous les métiers que l'on peut avoir. Et ça, c'est une vraie question. Comment l'espace public ne peut pas être un espace virtuel, mais réel, corporel. Et je prends un exemple, mais d'une grande ville, mais peu importe. À Marseille, au fond du Vieux-Port, il y a l'ombrière fait par Norman Foster. Donc comme il fait très chaud, cette ombrière est agréable. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un miroir pour que les gens se décontractent. C'est-à-dire qu'il a fait un espace public éthique. Parce que dans l'espace public, beaucoup de femmes se sentent mal à l'aise. Alors il ne suffit pas de faire un très bel espace public avec un très bon urbaniste, architecte, paysagiste, il faut qu'il soit éthique. Donc ça, ce sont des questions qu'il faut poser. Les commerces, ils doivent évoluer. Il y a des services de la poste qui peuvent être dans une épicerie, par exemple. Il y a un maire d'une petite commune au-delà de Fougères qui s'apercevait que tous ces commerces disparaissaient. Par contre, il s'aperçoit qu'il y a des gens qui viennent vivre dans sa commune parce qu'elle est agréable et qui sont beaucoup en télétravail. Eh bien, il a demandé à l'établissement public foncier de pouvoir acheter les rez-de-chaussée de ces commerces qui ne marchaient plus et d'en faire du coworking. Et à partir du coworking, il y a un café qui est monté. Donc, il y a plein de choses qui peuvent se faire. Il y a aussi, quand un commerce est ouvert, dans les Vosges aussi, là, il y a les commerçants qui discutaient, ils ouvraient quand les gens ne sont pas libres. Ils réfléchissaient quand même. Peut-être ouvrir un peu plus tard le soir, pas le matin à 8h, et entre midi et 2. Donc vous avez des choses. Et puis il y avait, dans une commune, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est une personne qui était à la fois une épicerie et qui avait un café. Alors l'intérêt du café, c'est que ça permettait aux personnes âgées et seules, pour ne pas être isolées, de venir prendre un café ou prendre un verre
de blanc. Possible aussi quand même. Et puis, elle livrait toutes les personnes âgées qui n'étaient pas dans le centre-bourg, mais dans la commune, mais un peu éloignées, et qui ne pouvaient plus se déplacer. Là aussi, je pense qu'il y a des communes rurales qui peuvent se dire « qu'est-ce que je fais pour permettre ce changement-là » Et puis l'autre chose qui est le plus terrible, on a, je crois, près de 2 millions de logements vides, anciens. Or, pourquoi ça ne fonctionne pas très bien? Parce que, imaginons, et je l'ai vu là aussi, c'était pas dans les Vosges, c'était dans le Périgord vert, des jeunes voulaient réhabiliter des logements. Donc ils vont voir leur banquier qui leur dit « oh là 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 là, ça va vous coûter combien ?» Bon, c'est pas encore trop. Écoutez, il y a un lotissement qui se fait là par un promoteur, là, allez donc acheter une maison, elles sont toutes faites, réglées. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire il faut réhabiliter, il faut qu'il y ait des architectes qui sachent travailler sur le patrimoine. Heureusement aujourd'hui, il y en a de plus en plus, et tant mieux, mais ce n'est pas toujours facile dans les communes. Et la deuxième chose, il ne faut pas que les banquiers, si vous voulez, disent écoutez, c'est compliqué, allez donc. Et j'ai travaillé à Édin, une commune de 2500 habitants dans le nord, à Arras. Il avait 200 logements de libre. Et donc il a demandé à l'État, par les missions, de pouvoir avoir une personne qui venait travailler. Mais vous voyez, ça, il y a une aide importante auprès des collectivités locales au niveau de capacité à trouver des solutions. Dernière chose, c'est sur la maison de la santé. Un maire me dit, je veux faire une maison de santé. Il avait 2 médecins qui étaient à chaque bout de la commune. Est-ce que vous avez interrogé monsieur le maire? Il ne faut pas oublier qu'être médecin, c'est une profession libérale. Si les 2 médecins sont à chaque bout de la commune, ils n'ont pas envie d'être ensemble. Et c'est ça la difficulté. C'est que quand on fait une maison de santé, il faut que ces métiers acceptent d'être ensemble. Et puis surtout, il y a beaucoup de maires qui ont l'idée de l'ancien médecin qui fumait la pipe et le cigare, qui travaillait 12 heures par jour, et puis terminé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes femmes qui sont médecins, qui ont envie d'avoir une vie sociale, une vie familiale. Donc les horaires seront complètement changés. Et dernière chose, le fameux numerus clausus était quoi? C'était un accord entre les médecins, le syndicat des médecins et la Sécu, pour pas qu'il y ait trop de médecins et que la Sécu n'ait pas trop de remboursement. Heureusement, ça a sauté, mais le temps que tout ça se remette en cause. Donc, si vous voulez, vous avez plein de choses qui peuvent bouger si chacun accepte de se dire comment je fais. Mais l'autre difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on vit sur plusieurs territoires, et la difficulté, c'est qu'on peut habiter dans une commune, travailler ailleurs, et c'est ce que je disais, ça pose des questions sur quelles sont les limites territoriales, comment les élus doivent pouvoir travailler ensemble. Je pense, par exemple, que la DGS de la métropole rennaise, la DGS, c'est plus DGS, de la communauté de Brest, et la DGS de la région devraient travailler ensemble, c'est-à-dire qu'elles aient les deux responsables des services des 2 métropoles et un temps donné pour la région. Ah, je vous dis ça, les élus de Brest et de Rennes, impossible que le cadre supérieur puisse dépendre pour 5 à 10% de son temps de quelqu'un d'autre. Eh bien, il faudra que tout cela bouge. C'est fondamental. Puis, dernière chose, les gens sont dans de la polarisation dingue, c'est-à-dire qu'on n'écoute que sur les réseaux dans lesquels on est, et que pour s'en sortir, il faudra que dans une semaine, on travaille 4 jours, le 5e jour est donné à la société pour faire un certain nombre de choses, d'actions. Ça sera une obligation, mais pour tout le monde, pour sortir de ces réseaux-là, ces algorithmes qui abîment les gens, les Eva Elouz qui l'explique très bien, la marginalisation du bonheur. Et moi, j'étais même pour le 5e jour, où vous faites un métier qui n'a rien à voir avec votre compétence, ce qui vous permet de sortir de votre quant à soi ou de croire que quand on est privilégié, comme moi, et peut-être un certain nombre d'ici, ça fait du bien. Quelquefois, je travaillerai par exemple dans les bureaux de tabac, et je dirais, je veux ça. On peut se dire bonjour. Voilà. Donc, c'est toutes ces modifications qu'il faudra faire, c'est fondamental. Et je reviens sur ce que je disais avant, le système Terre, il faut l'avoir en tête, parce que les évolutions, elles se feront de toutes les façons. C'était un peu long, peut-être. Non, non, c'était pas mal. On peut continuer à droite. Ouais. Est-ce qu'on peut diffuser un tout petit peu les images? Je l'ai dit en introduction, j'ai travaillé 6 ans en Suisse dans une agence qui s'appelle LVPH, Architecte.
Et on a eu, alors c'était une agence rurale, je travaillais dans un petit village à côté de Lausanne. Alors c'est pas cette image-là, mais on va mettre les photos d'abord. Encore. Voilà, c'était ce projet-là. Disons dans la chronologie de mon parcours personnel, c'est un des premiers projets qui me semblait répondre particulièrement à la thématique de la revitalisation des centres-bourgs. Je peux vous faire passer le petit livret. Donc en fait, il s'agit d'un projet qui a été développé sur concours, lancé par la commune, qui avait racheté un ensemble de deux grosses fermes, enfin une petite ferme à droite, vous avez là une grosse ferme à droite que vous voyez en maçonnerie blanche, une plus petite ferme au fond juste avant le clocher, une ancienne porcherie à droite que vous voyez avec la grande fenêtre horizontale et une ancienne école qui est le toit à plan carré à 4 pans sur la gauche de l'image. Et donc c'était un projet extrêmement intéressant et le programme du concours était extrêmement ouvert. C'est-à-dire qu'ils attendaient un minimum de 10 ou 12 logements. Mais ils n'avaient pas fixé de maximum, enfin, il y avait un minimum syndical, on va dire, il n'y avait pas de maximum. L'idée était de proposer un projet qui soit cohérent et qui articule l'ensemble de ses fonctions. Pourquoi il est intéressant? Parce que, enfin, de mon point de vue, en fait, on est venu densifier, on va dire, de l'intérieur des vieilles granges rurales qui menaçaient de s'effondrer, si on caricature un petit peu. Et on est venu disposer des bâtiments neufs, contemporains, qui sont réalisés en béton. Et qui viennent instaurer un dialogue assez subtil entre l'existant, le déjà là, et le projet contemporain neuf. Au final, on propose un projet qui regroupe 19 logements, avec une salle commune, une chaufferie commune, et une petite chapelle mortuaire pour le plus petit bâtiment à droite sur le plan. Donc on peut passer les images. Celle-ci est très intéressante parce qu'elle montre bien le volume capable qu'offrent ces immenses charpentes bois et ces immenses volumes, et en fait dans laquelle on est venu insérer des boîtes en ossature bois extrêmement contemporaines dans leur écriture, qui viennent habiter les combles de ces grandes fermes rurales. Au fond de cette image, vous avez la photographie du bâtiment contemporain neuf qu'on est venu rajouter. Et en fait, ce qui était passionnant dans ce projet, c'est qu'on est venu créer du logement neuf, mais en s'inspirant de l'ancien. C'est-à-dire qu'on a vous voyez à droite de l'image, on a recréé des loggias qui créent un espace couvert semi-public, à la limite entre le dehors et le dedans, entre le public, le privé, le collectif, l'individuel. Et en fait, l'ensemble de ces frontières un peu floues, selon nous, amène une qualité de placette urbaine, une qualité de placette dans ce village, dans lequel dialoguent tous ces habitants. Alors, il n'y a pas d'habitants sur les photos, mais bien entendu, c'est extrêmement vivant et ça fonctionnait plutôt bien. Donc ça, c'était un projet en Suisse, et donc ce genre de projet sur lequel on a été amené à travailler, forcément, nous suivent tout au long de notre carrière, et en fait, j'ai voulu présenter, si on retourne dans l'autre sens, des projets. Alors ça, c'est un projet à Bouilly-Sacé, c'est dans le centre de la France. Alors c'était pas un concours, c'était une offre ouverte, donc il fallait venir avec des intentions. Malheureusement, on n'a pas été lauréat on n'a pas été retenu pour réaliser ce projet, mais je voulais quand même en dire quelques mots, puisque ça fait écho avec ce que je viens de présenter. En fait, au centre du village, on avait cette espèce d'énorme grange avec ces pans de bois qu'on
pourrait dire à colombage, mais non rempli, qui crée une espèce de grande halle hyper intéressante spatialement, et qui était à la frontière avec l'école du village qui se trouve juste derrière. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a mené une réflexion sur la question de la chronotopie, et vous avez parlé de la mobilité, notamment de la question des stationnements voitures. Et en fait, une des problématiques majeures sur ce projet-là était en fait tout simplement les embouteillages qui se créaient le matin pour amener les enfants à l'école. Et donc on a mené une réflexion, mais peut-être on peut le voir en plan un petit peu encore avant. En fait, on a proposé en fait dans notre dossier de pré-esquisse, on pourrait dire, des plans de principe qui fonctionnent à la fois en période de rush, on va dire d'intensité du matin quand les parents amènent leurs enfants à l'école, et puis la version rouge qui est plutôt la version week-end quand on crée un petit événement collectif avec un food truck ou ce qu'on veut, enfin un événement collectif qui puisse occuper cet espace public. Et au centre de tout ça, alors on ne le voit pas très bien, c'est très petit, mais vous avez les schémas en haut. L'idée était de proposer une frontière mouvante sous cette grange qui, avec un système de portail coulissant de façon assez simple, mais qui était de pouvoir offrir à la grange soit à l'espace public, soit à l'école. Donc c'est un principe d'une simplicité assez impressionnante, mais voilà, c'était juste de jouer avec ce volume tampon pour l'offrir plus ou moins d'un côté ou de l'autre. Merci. Voilà, super. Si vous pouvez me donner dessus, c'est pas. Alors, je vais présenter deux projets qui ont été réalisés donc, par l'agence MIR. Alors, c'est des projets parisiens. Bon, personne n'est parfait, mais ce qui est intéressant, c'est la démarche et le rapport au patrimoine. Donc là, il s'agit de la réhabilitation de la caserne de Reuilly, qui en fait était un centre militaire désaffecté depuis quelques années. Une parcelle de plusieurs hectares, vous voyez le plan en bas à droite, les deux petits pavillons sur lesquels l'agence a travaillé, donc c'était les pavillons d'entrée du site, qui avaient comme vocation originelle casernement, petite salle, infirmerie, des bureaux, enfin des choses assez compartimentées. Et l'idée c'était de les transformer, mais c'est pas un concours d'architecture au sens classique du terme, c'est-à-dire qu'on a été retenu sur des intentions par rapport au patrimoine et aussi la capacité, puisqu'il y avait d'autres bâtiments qui avaient été réhabilités autour, notamment celui qu'on voit dans l'axe. Donc il y avait différentes équipes d'architectes qui étaient retenues et il était aussi question de leur capacité à travailler ensemble, chacun sur leur lot, mais pour faire un projet avec une harmonie globale. Donc les sujets qu'on peut retrouver par rapport à la question de la revitalisation d'un bourg, c'est comment désenclaver un site qui est là, qui est une sorte de friche de délaissé, puisque les militaires avaient quitté la caserne depuis quelques années. L'État a revendu donc cette caserne vide à la ville de Paris, qui a décidé de créer 800 logements environ, donc c'est quand même énorme. Sur un site en plein cœur, pour ceux qui connaissent, c'est dans le 12e arrondissement, pas très très loin de Bastille. Et donc ça pose plein de questions de qu'est-ce qu'on fait avec 2000, 3000 nouveaux habitants. Donc on programme une crèche notamment, puisque c'est une des choses qui manquait à l'époque dans le quartier à Paris. Et donc ce qui est intéressant, c'est que ce projet s'est construit non pas sur la base d'une image figée de concours, comme ça arrive souvent, mais sur un process, et ensuite la capacité des architectes et de l'urbaniste en chef, entre guillemets, à faire ensemble au sein d'ateliers. Donc il y a eu 5 ou 6 ateliers qui avaient lieu tous les mois, pendant lesquels on co-concevait entre architectes. Et entre ces ateliers, il y avait aussi une concertation avec les riverains et les habitants du quartier. Parce que inutile de vous dire que quand vous avez 2 ou 3 000 personnes qui arrivent dans un quartier comme ça crée des inquiétudes, surtout qu'il y a 75% de logements sociaux ou étudiants, il y avait 25% de logements libres.
Mais donc il y a plein de peurs plus ou moins légitimes. Le centre de la caserne est un grand jardin dont il était prévu qu'il reste ouvert la nuit, donc ça aussi ça crée une sorte de stress, parce que l'idée c'était qu'on passait d'un ensemble complètement clos, donc une caserne derrière ses murs, à quelque chose de très poreux à la ville, avec des passages, des ouvertures sur les autres rues, et un parc complètement protégé, qui fait 1 hectare à peu près, au centre, donc qui va être replanté, puisque c'était l'ancienne place d'armes, donc les pavés ont été retirés, les arbres ont été plantés, on voit les jardins qui sont créés sur l'image en haut à gauche. Et donc la concertation avec les riverains consistait aussi à définir les besoins des futurs pieds d'immeubles et des futurs bâtiments comme cela, puisque nous, l'idée ça a été de livrer des coques vides, donc les preneurs allaient pouvoir aménager à leur guise. Donc pour ça, c'est aussi un travail sur les capacités du patrimoine à recueillir des activités pour lesquelles il n'était pas programmé à l'origine. Par exemple, on a réussi à démolir un certain nombre de porteurs dans cette caserne qui était très cloisonnée, et avec des grandes dalles béton, à faire des grandes portées pour pouvoir à l'intérieur avoir des usages divers. Donc on a fait des petits scénarios sur est-ce que ça pourrait être des restaurants, etc., des cuisines, les questions des ventilations, comment on intègre la ventilation dans un patrimoine comme celui-là. Donc on a fait grossir les cheminées, avec l'avis évidemment de l'architecte des bâtiments de France, pour que ces cheminées puissent extraire les ventilations des cuisines qui seraient éventuellement celles du futur restaurant, etc. Donc tout un travail sur comment préparer l'arrivée de nouveaux usages dans un bâtiment existant, et sur des questions aussi des fois très techniques. Et puis on a proposé 2 extensions pour augmenter la surface, parce que effectivement un site comme ça, pour que économiquement il soit viable, il y a aussi une question de densification. Ça, je pense que les acteurs le savent très souvent, tu en parlais aussi. On prend un objet architectural ou urbain, et souvent pour s'en sortir économiquement, on est obligé d'ajouter, de densifier. Donc on a augmenté la surface des pavillons grâce à des extensions en béton. Donc effectivement la protection solaire prise en compte, très importante, puisque des grands stores à projection. Mais contrairement à ce que certains de nos confrères pensent, la protection solaire c'est pas forcément laid, et ça peut même être une plastique assez particulière. Donc voilà, des grands stores, et puis des lames de béton qui aussi brisent le soleil quand il est à des hauteurs un peu inférieures, et qu'il arrive sur le côté, puisque c'est plein ouest. Et donc voilà, bon, je vais passer sur le projet suivant, mais je pense que les images sont assez claires. Et donc là c'est encore un projet parisien pour un bailleur social. Donc la question est, la ville, pareil, donne au bailleur social un bâtiment vide, qui était l'ancienne photothèque de la ville de Paris, un bâtiment en briques qui avait été assez malmené au fil des années, qui était l'ancienne photothèque de la ville de Paris, et il y avait une faisabilité pour voir, en amont du concours d'architecture, pour voir s'il était possible de créer des logements. Donc là, c'est juste la création de 8 logements sociaux en fond de cour, voilà, dans un patrimoine qui est assez qualitatif, puisque c'est des bâtiments des années 30, en briques. Voilà, donc c'est la création de 8 logements en surélévation, mais aussi dans la réhabilitation des 2 niveaux du rez-de-chaussée qui sont transformés, donc qui passent de bureaux en logements. Et là aussi, c'est la démonstration que même dans des bâtiments qui ne sont pas du tout à l'origine pensés pour faire du logement, on arrive à faire des choses qualitatives, donc avec des fortes contraintes. Évidemment, puisque c'est des plans de logement mono-orientés, mais néanmoins c'est au cœur du Marais, donc dans un quartier historique, au calme d'une cour parisienne, donc pour du logement social c'est très bien. Et ce qui est aussi intéressant de savoir, c'est qu'il y a un grand bâtiment sur rue, ce qu'on ne voit pas, à part sur le plan à gauche, qui était la propriété de Paris Habitat. Et donc ces gens qui habitaient là, déjà des locataires de logements sociaux, ont vu cette surélévation se construire sous leurs yeux, sous leurs fenêtres. Alors l'acceptabilité de la densification, c'est aussi quelque chose d'important. Il se trouve que dans ce bâtiment, il n'y avait que des vues de salle de bain, de cuisine ou de sanitaire. Donc aucune pièce principale donnait sur ce projet qui a été surélevé. Donc ce qui a permis d'être tout à fait bien accepté par les locataires, parce que c'est aussi, construire la ville, c'est aussi ne pas dégrader la qualité de vie de ceux qui existent. Donc la rénovation d'un bourg et de densification peut engendrer ce genre de questions. Alors, je vais d'abord introduire sur une chose qu'il ne faut pas oublier. C'est que la ville, elle est pour nous, elle doit être belle,
belle par son patrimoine, belle par ses aménagements urbains. Et la France, pour ça, est un pays avec lequel on a beaucoup de chance. Et donc, il ne faut pas oublier ça, et je mesure aussi les impacts économiques de ce que je dis. C'est-à-dire que le tourisme en France est la première recette du pays. Donc, il faut toujours avoir dans l'esprit que la ville doit être belle. Et donc, c'est ce qui conduit l'action de Méduane Habitat en premier niveau. Mais le deuxième niveau, c'est la fierté d'être et la fierté d'habiter. Quelle que soit la personne, elle doit être fière d'habiter un endroit, d'habiter une ville, d'habiter un lieu, et de faire partager avec les autres le lieu où elle habite. Donc partant de ces constats-là, lorsqu'on intervient, on analyse la ville, son environnement, lorsque ce n'est pas du patrimoine de Méduane, on analyse le patrimoine de Méduane, son implantation dans la ville, comment sociologiquement il évolue, comment demain il va évoluer, et comment il vit avec la ville autour. Donc partant de ces principes-là, il y a plusieurs hypothèses qui peuvent être posées. On est en milieu rural, petit village, sympa, il ne faut pas détruire, on s'intègre dans le patrimoine existant. À la rigueur, on vient faire une petite extension urbaine, mais qui garde les schémas et les principes de fonctionnement du village. C'est ce qu'on a fait à Montigny-le-Brillant, par petite extension de village. Mais vous y allez, vous avez des venelles, des centres, des pavillons, des petits intermédiaires. Donc c'est la base. Le patrimoine existant, dont il faut garder la richesse lorsqu'elle est notable, mais lorsqu'il faut aussi ne pas hésiter à le détruire quand il n'a pas d'intérêt. Mais le remplacer par quelque chose de beau. Pas dans les années 80, on détruit, puis on met un truc moche avec des copains, etc. Travailler sur l'aspect sociologique, c'est aussi prendre en compte les évolutions, vous en avez parlé, on vit différemment, les locaux servent aussi à autre chose. Et donc, quand on est sur du patrimoine en monde rural, c'est pareil. Il faut prendre en compte que les modes d'habitat sont plus les mêmes. Même si le patrimoine existant est de valeur, il faut l'adapter comme vous l'avez fait pour les gens qui habitent aujourd'hui. Donc nous, c'est pas compliqué, on a des actes chirurgicaux forts, pour ceux qui connaissent Café Méduane. On a tapé une barre à la coconnière, en n'hésitant pas à la couper en deux, pour redonner de la respiration, pour redonner de l'espace vert, et pour mettre les parkings enterrés, et on surélève, non seulement densifier, mais aussi pour faire de la mixité sociale, pour faire vivre ensemble des gens qui ne vivaient pas ensemble il y a encore quelques années. Le mortier, c'est pareil. Voilà. On a refait des centres-bourgs à Louverné, à Changé et à l'huisserie pour partie. Et là, c'est d'autres gestes. Mais on a gardé le vide du centre-bourg. On a redynamisé avec une architecture moderne qui vient s'intégrer dans l'environnement. Des commerces rez-de-chaussée, de l'accession sociale, de l'accession à la propriété, du locatif. On travaille aussi le vivre ensemble. Mais l'acte architectural est important. Mais je dirais qu'il vient en deuxième niveau avant l'intervention des entreprises. La base quand même, c'est la gestion foncière. C'est la mobilisation du foncier. C'est comment je maîtrise le foncier pour demain construire autre chose. Si vous n'avez pas cet acte-là, et c'est vrai pour les nouveaux ruraux, comme c'est vrai pour les villes de Laval, vous n'avez aucune action qui peut être menée. Donc inévitablement, c'est une synergie entre les EPCI, les villes et les acteurs pour capter, maîtriser, construire le foncier, je dis à la rigueur faire de la machine à laver, pour le reproduire, pour le reconstituer, mais ça c'est la base. Ensuite, il faut une vraie vision d'aménagement, hein, autant sur la ville dense qu'est Laval que sur le bourg rural. Le bourg rural, je dois me dire, le maire, il doit dire quel projet de bourg j'ai. Derrière, on voit comment on maîtrise le foncier, on trouve des acteurs et après on réalise. Mais la base, c'est ça. En agglomérant les usages, surtout en ne laissant pas de lieu sans usage et en projetant ce que peut être la ville demain. Pour ceux qui savent, qui connaissent un peu la ville de Laval, quand on a fait la coconnière, avant on avait fait Victor Robin. D'accord?
Donc on avait déjà anticipé sur le fait que demain, la Coconnière, on aura un traitement urbain différemment pour reconstruire la voie. En projetant que demain, cette voie à 4 voies va passer à 2 voies. Qu'on aura donc des zones piétonnes qu'on a anticipées près de nos patrimoines en transformant les entrées vers le boulevard. Pour ceux que ça interroge, de dire mais les entrées elles étaient à l'intérieur, on les a mis sur le boulevard. Ouais, mais on se projette, puis après il y a de la tranquillité résidentielle, de la veille patrimoniale, ou à l'intérieur de l'îlot, je ne vois pas ce qui se passe dans ma cage d'escalier, alors que le long du boulevard, je les vois. Et aussi, si vous regardez bien la barre qui a été découpée sur la Coconnière, elle donne sur une rue dont demain, cette rue-là, elle viendra rejoindre. Donc c'est tout ça qu'il faut anticiper. Mais l'anticipation de tout ça aussi peut avoir un surcoût pour le projet que vous allez faire. Et c'est ça qui est difficile parfois à faire comprendre aux riverains ou aux élus, de dire je projette ça, ça coûte, je ne sais pas, 100, 150 000 euros, mais demain vous aurez plus que ça à faire et vous serez tranquille. Et puis on travaille sur le vivre ensemble à l'intérieur des logements, puisque vous avez vu qu'on met des ascenseurs à l'intérieur des bâtiments là où il n'y en avait pas. Et donc ça demande une qualité de la maîtrise d'ouvrage importante, et je remercie Laurent et ses équipes, mais ça demande aussi une vraie patience des locataires qui savent qu'en sortant, ils auront du beau dont ils apprécient et ils attendent. On réduit les typologies parce que depuis 10 ans, on avait remarqué, 12 ans, on avait remarqué que les familles monoparentales progressaient progressivement, donc dédensification des couples, donc ça veut dire plus de logements certes, mais des typologies plus petites, et puis le vieillissement des populations. C'est tout ça qui fait que l'acte de construire, il est important, ou l'acte de réhabiliter, il est important. Mais la genèse de tout ça, c'est pour Médoine, la ville elle doit être belle, les endroits où habitent les gens doivent être beaux, il doit y avoir une vie collective, on a intégré la biodiversité de l'hébertissement, sorti des voitures, laissé de temps en temps, mais c'est ça la base. D'accord? Et ça commence, parce que tout est une décision politique à l'initiative. Si un élu vient nous voir en disant je veux mettre quelques logements là, sans qu'ils se disent bon je projette de mettre, comme vous l'avez fait tout à l'heure, je projette de mettre ça parce que les gens vont vivre ensemble ici, demain j'ai une usine qui va arriver, donc je me projette déjà, j'ai des contacts, donc je commence à travailler sur le foncier. Et puis la réalité des choses aussi, que c'est des programmes de long terme. Le mortier, on a commencé les études en 2012, on a livré en 2019. La Coconnière, on a commencé en 2015, 16, après il y a eu le Covid, on a livré, vous avez vu, en 2022, 2024. Donc c'est de la vie de long terme. Voilà. Donc c'est l'ensemble de ces éléments-là qu'il y a à prendre en compte. Vous avez vu quelques réalisations, ça c'est la Coconnière. Et on a densifié la ville, mais on ne l'a pas densifié pour densifier. On l'a densifié pour une mixité sociale. Mais on l'a densifié thermiquement. Parce qu'à l'espace de ce bâtiment, il y avait un trou, il y avait 2 bâtiments à côté, et là, on les défend les 2 de chaque côté thermiquement. Puisqu'on vient mettre du patrimoine, qui densifie la ville, mais qui aussi traite le problème thermique. D'accord? Ça, c'est la barre avant démolition, pour partie. Et c'est la barre après, avec la construction de la surélévation. D'accord? Donc là, c'est du PLS pour les spécialistes, le loyer à 8-9 euros au mètre carré, et là, vous êtes du loyer à 3, 5, 4 au mètre carré. PLAI, PLS. Donc la densification de la ville, comme le renouvellement urbain, comme la destruction de patrimoine de centre-ville ou pas, a un rôle social et sociologique important pour la vie de la cité. C'est tous ces éléments-là qu'il faut sensibiliser. C'est tous ces éléments-là, mais je sais que les communes sont de plus en plus sensibilisées parce que c'est une obligation. On construit plus. Les bailleurs sociaux, aujourd'hui, celui qui travaille en disant je construis un bâtiment là, je loue, je vais réhabiter dans 10 ans, et puis voilà, ça c'est un comptable, c'est plus un bailleur social, il prend ses valises, il prend en retraite, il peut les EHPAD. Je suis assez direct, mais c'est la réalité des choses. Donc, c'est comme ça qu'il faut construire des choses, ensemble, parce que tout ça, ça découle d'une réflexion collective.
Très bien. Est-ce que... Alors, on va continuer. Le dernier chapitre, c'est sur le futur, les perspectives. Comment tous les quatre, un par un toujours, vous imaginez comment on peut répondre aujourd'hui à ces problématiques de communes. Tous les jours, nous, tous les jours, très souvent, on a des communes qui nous interrogent pour revitaliser leur centre-bourg, pour essayer de voir comment ils pourraient se débrouiller avec un îlot qui est malmené, etc. Comment essayer aussi de reconquérir des bâtiments qui sont des équipements ou autres. On entend aujourd'hui parler des écoles qu'on va peut-être de moins en moins utiliser en termes d'école ou des choses comme ça. Du coup, chacun, vous allez nous dire comment vous voyez, comment vous imaginez répondre demain à des questions pour les collectivités, pour les maires, pour les conseillers municipaux et qui servent du coup les habitants. Alors, je pense que la première des choses, vous l'avez très bien dit, il n'y a pas de politique urbaine, il n'y a pas de politique foncière. Ça, c'est clair, net et précis. Les collectivités locales doivent acheter du foncier. Et c'est là que l'État devrait profondément aider les collectivités locales pour acheter le foncier. La deuxième chose, ce qu'on a expliqué, c'est qu'il faut qu'il y ait une maîtrise d'ouvrage urbaine, donc des services dans les collectivités locales. Moi, à Rennes, j'ai développé des quantités de métiers nouveaux, par exemple, faire intervenir des sociologues ou des anthropologues. C'est très important pour comprendre. Je vais prendre un exemple très précis. La gare de Rennes, elle est au milieu de la ville, 100 000 habitants de chaque côté. Et on décide de l'ouvrir au sud. Donc, je fais travailler un anthropologue. Alors, l'intérêt de l'anthropologue par rapport à un sociologue, c'est qu'il vit sur le terrain. Il rencontre les gens. Et qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça qui est intéressant. Il y avait un certain nombre, pour aller vite, de cadres bobos, écolos, gauchos, qui venaient s'installer dans ce quartier d'individuels, tranquille, parce qu'on était dans la ville, et en même temps, on était dans la carte sympathique. Et puis, alors eux, ouvrir la gare au sud, non, non, non. On a des enfants, des jeunes enfants, la gare a toujours plein de choses, tout ça. On est bien comme on est, terminé, on fait le tour s'il faut, pas trop. Et puis, il y a les anciens cheminots qui habitaient toujours, et qui habitent toujours dans ce quartier. Et eux, ils vivaient ça comme une reconnaissance de leur métier dans la ville de Rennes. Et donc, le fait que ça soit ouvert, que la gare soit ouverte vers le quartier, c'était les reconnaître comme des Rennais à part entière. Alors que les autres jeunes, c'est pas con, ils sont des cadres à l'université, ils sont des cadres dans les nouvelles technologies, tout ce que l'on en peut avoir sur la métropole rennaise et tout ça, etc. Donc ils sont reconnus, si vous voulez. Donc eux n'ont pas besoin de ça. Quand j'ai fait la réunion publique, donc j'avais donc ces deux groupes-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait parler l'anthropologue. Et l'anthropologue, quand il a expliqué ça, il a fait ressortir les choses. C'est pas pour être désagréable, il a fait ressortir pourquoi les gens disaient telle ou telle chose. Et à la fin, j'ai dit, la gare ouvrira au sud. Et personne n'a pu être contre. Et pourquoi je dis ça? Ça rejoint tout à fait ce que vous dites. Il faut pouvoir construire un récit. Et il faut écouter les gens pour construire ce récit. Et trop souvent, l'urbanisme, ça a été quelque chose de technique. Et pour ça, je dis toujours, moi j'écris un livre, le projet humain avant le projet urbain. C'est d'abord ça, faire que la ville soit facile pour tous. Ça paraît d'une banalité absolue, et c'est quand on a commencé à dire que les difficultés commencent. Et surtout avec les évolutions aujourd'hui. Les métiers de demain, on ne les connaît pas aujourd'hui. Il y a une mutation phénoménale. Pierre Vels explique l'économie humano-centrée. Ça, il va falloir que les choses changent. L'économie ne peut pas fonctionner en dehors de la société, du politique au sens global. Là, il y a une vraie question de fond. Mais ça remet en cause des quantités de choses. Et donc, il y a toute cette manière de fonctionner, de travailler. La mobilité, il ne faut pas être contre la voiture. Ça n'a pas de sens. Il faut dire la mobilité, c'est culturel. Elle a changé aujourd'hui. Et donc, il y a d'autres formes de mobilité qui arrivent. Mais à Rennes, par exemple, le métro est accepté par tout le monde. Parce que la structure urbaine de la ville faisait qu'on n'avait pas des grandes artères comme à Nantes ou comme Bordeaux, et donc le métro avait cet intérêt-là, et la ville est beaucoup plus ramassée. Mais les études sur les déplacements démontraient que jusqu'à 2 km, 2 km et demi, les gens ils vont à pied à leur boulot ou en vélo. Puis après,
Ils prennent le métro, mais pas le bus. Je parle sur Rennes. Pourquoi? Ça ne se dit pas trop. Mais les études sont là pour le montrer. Qui est dans le bus? Les jeunes, les paumés, les gens de couleur, et quelques cadres. Et les cadres se disent, oh, je ne vais pas prendre un transport où je ne retrouve pas mon groupe social. De la même façon, moi je défends le vélo, très bien, mais il y a des comportements sur les vélos, comme autrefois les gens qui étaient dans leur voiture tout seuls. Et sur le vélo, je suis seul, tranquille, ne m'emmerdez pas. Donc, le débat de la ville aussi, c'est comment je refais du commun entre tous. Et ça, c'est sans doute la chose la plus difficile, ce que je disais tout à l'heure, que l'espace commun soit un espace de rencontre corporelle et pas un espace virtuel. Et ça, c'est un débat qui va être très, très difficile. Et puis, dernière chose, il me semble que, très souvent, je dis, on n'habite pas un SCOT, un PLUI, un PLH, on habite une commune, une rue, une ambiance, etc. Et comment est-ce que je fais ressortir ces choses-là? Quand j'ai travaillé avec Alain Juppé, il me dit un jour, Monsieur Chapuis, mais c'est quoi Bordeaux pour vous? Et je lui dis, moi, vos magnifiques artères, je me sens tellement bien quand je m'y promène que j'ai l'impression que je suis dans ma baignoire, même si vous prenez des douches. Ah bien vous, elle avait un peu de mal quelquefois à comprendre le côté quand on sortait de la technique. Et en fait, c'est le sensible qui est important. En disant, je me sens dans la baignoire, je me sens bien, vous voyez. Et c'est ça qu'il faut faire dans la ville. C'est comment permettre à chacun de trouver sa place avec toutes les évolutions qui sont aujourd'hui, dont on sait que, en plus de ce que je disais tout à l'heure sur le système terre qui doit être préservé, en Bretagne, on a un problème d'eau. Pourquoi? Il pleut, mais pourquoi on a un problème d'eau? Parce que comme il y a du granit, l'eau ne pénètre pas, ce qui est un vrai souci par rapport à cette zone critique qu'il faut conserver. Donc ce sont ces questions-là qu'il faut aborder. Il faut avoir le courage de le dire, franchement, et ne pas prendre les gens pour des imbéciles, et surtout qu'on a les connaissances aujourd'hui pour développer tout ça. Et puis, dernière chose, un élu, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit permettre aux gens de bien être et de bien mourir. Relisez Blaise Pascal, pas d'être chrétien pour lire Blaise Pascal, il explique très bien notre grandeur et notre misérabilité. Eh bien, essayons d'accepter le tragique de notre condition humaine, et à partir de ça, la joie, elle arrive, et arrêtons de croire au transhumanisme, qui est vraiment la chose la plus ridicule qui puisse exister aujourd'hui. La dernière phrase, c'est quoi? Arrêtez de croire au transhumanisme, qu'un jour, on ne va jamais mourir. Notre condition humaine, c'est d'accepter le tragique de la vie. Et quand on accepte ça, la joie, elle arrive. Blaise Pascal. Qui continue? Merci. Je peux enchaîner. On a parlé de... Comment dire? Pour répondre à la question, moi je dirais que déjà par rapport à ce que j'ai montré, la France de Raymond Depardon, il y a vraiment une diversité de territoires, de situations, et donc il n'y a pas de réponse préétablie et toute faite à tel ou tel territoire. Il faut impérativement mener des études avec des spécialistes, et notamment des études bâtimentaires, avant de pouvoir juger si tel ou tel bâtiment doit être démoli ou pas. Enfin, dans notre pratique à l'agence, on est particulièrement attentif aux études de diagnostic qui sont, on pourrait dire, les études préalables au projet. Et en fait, c'est un préalable, mais c'est presque le projet lui-même qui naît des études de diagnostic. C'est-à-dire qu'on doit bâtir un récit, comme vous l'avez dit, une poétique, une éthique, mais en s'appuyant sur des faits concrets, scientifiques et techniques. Et je dirais que c'est notre rôle d'architecte de composer avec toutes ces données qui sont parfois contradictoires et d'arbitrer aussi sur ce qu'on doit ou pas garder, comment on doit le transformer. Et voilà, c'est passionnant. Merci Pierre. Nicolas ou Dominique?
Oui, bah pour finir, je souscris évidemment à ce qui vient d'être dit. Nous, en tant qu'architectes, ce qu'on peut apporter, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, il faut comprendre que les choses sont sans doute beaucoup plus complexes qu'elles ne l'ont été, que les analyses un peu simplistes et un peu efficaces et radicales, à mon avis, sont d'un autre temps. Et que c'est beaucoup plus passionnant en fait d'accepter cette complexité, de faire avec. Il y a la question de l'altérité effectivement qui est tout le temps au centre aussi, puisque l'acte de construire il engendre des déplacements des uns et des autres sur leur position, les nouveaux arrivants, les anciens, etc. Donc ça relie plein de thématiques hyper contemporaines, hyper intéressantes, et je trouve que finalement cette complexité elle donne aussi plus de sens à nos métiers, à tous, que ce soit en amont les élus, les programmateurs, les urbanistes, les architectes et même les gens qui finissent par construire, parce que une fois de plus quand on travaille sur le patrimoine et qu'on va faire des choses très belles, c'est peut-être plus gratifiant pour un compagnon de retravailler à partir d'une charpente ancienne en chêne que de faire un truc industriel qui vient directement d'une usine, même si l'un n'empêche pas forcément l'autre, mais voilà, donc c'est plutôt une façon de fonctionner qui est... Alors, elle est plus difficile, je pense, pour tout le monde, et elle pose des soucis économiques, notamment pour les maîtres d'œuvre, etc., puisque les opérations étant de plus en plus petites, et bien, les rémunérations sont aussi reliées à ça, mais ça, c'est un autre problème. Voilà. En tout cas, ça reste très passionnant. Le mot de la fin. Juste vous dire que tout est possible. Aujourd'hui, techniquement, tout est possible. Dans le passé, les méthodes de construction limitaient l'ambition. Mais ces limites d'ambition ont construit nos paysages et les villages sont vraiment très beaux. Les constructions romaines sont magnifiques. Aujourd'hui, on peut tout faire en réduisant l'espace, en augmentant l'espace. Donc, il ne faut pas se limiter dans la réflexion. Et l'important, je le redis, c'est la réflexion. C'est le projet, c'est la programmation. Donc prenons le temps de réfléchir en amont ensemble. Il ne faut pas hésiter à s'agglomérer des compétences différentes et variées pour construire. Aujourd'hui, construire, c'est la gestion de l'eau. Ah, donc on n'a pas tous des compétences en gestion de l'eau. Et puis voilà, il faut l'admettre, donc on prend quelqu'un en gestion de l'eau. Aujourd'hui, c'est les espaces verts. Donc, prenons des gens compétents sur la biodiversité, sur les espèces, sur leur vieillissement, avec les évolutions climatiques. Donc voilà. Important la programmation. Important la programmation. Eh bien, la programmation, nous on est toujours en amont des projets en tant que CAE. Donc avant que la maîtrise d'œuvre arrive sur vos projets, on est là. Et je ne sais pas s'il y a quelques-uns d'entre vous qui ont des questions, profitez des compétences des uns et des autres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, avant qu'on fasse une petite visite du bâtiment avec l'architecte et la paysagiste aussi. Bon, donc c'est un bâtiment dans le cadre d'une ZAC. Donc on a parlé beaucoup de la rénovation urbaine, des bourgs, etc. Ici, on est dans la transformation de la ville sur un axe d'une ZAC où on retransforme des anciens terrains de la Cernam, les uns après les autres, en chapelet depuis la gare jusqu'à ici. Donc on a un cadre urbain qui est très défini, avec des volumes qui sont prédéfinis dans un gabarit, une ligne directrice que vous avez pu voir peut-être en arrivant, où on a un socle commun sur l'ensemble des bâtiments de la zone, qui joue sur la topographie entre la voie ferrée et la rue des trois régiments qui est en bas. Donc l'ensemble de ces blocs viennent constituer un chapelet de bâtiments avec différents programmes. Ici, c'était le siège de Méduane. Donc on a un socle en béton, gris, en béton préfabriqué, teinté dans la masse. Un ensemble assez rigoureux, très tramé, sur lequel on est venu construire un bâtiment 100% bois. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on a des planchers en bois, en KLH, avec une dalle de compression, des poteaux bois, des poutres bois. Donc la totalité de la construction est entièrement, donc, comme on le disait tout à l'heure, dans une recherche de décarboner les modes constructifs, réduire l'inertie et la masse des volumes des bâtiments qu'on construit, tout en trouvant un équilibre avec un système de contreventement central et un petit peu d'inertie dans quelques matériaux de construction. Donc le bâtiment il est assez simple, il est très tramé,
Vous voyez ici le dessin des façades qu'on aperçoit un peu dehors et qu'on comprend bien à l'intérieur avec une trame de 90 qui permet de retrouver une grande modularité dans les aménagements de bureaux pour faire des bureaux de 12, de 15, de 18, pour retravailler aussi différentes fonctionnalités dans le temps. Donc cette trame, elle est hyper importante. Et vous allez voir dans le schéma de circulation du bâtiment, on a construit un bâtiment assez épais, calé sur la trame d'un parking qui est en dessous, et avec un noyau central de distribution d'équipements communs. Donc on a des espaces de convivialité, des espaces de reprographie, des espaces de rangement dans l'ensemble de ce noyau central, et une distribution de bureaux qu'on a voulu volontairement assez mince, avec le plus de linéaire de façade possible. Donc contrairement aux immeubles de bureaux habituels que vous pouvez visiter, pour ceux qui visitent des immeubles de bureaux, la trame habituelle, c'est plutôt des bureaux de 2,50 m de large assez profonds. Ici, on a plutôt des bureaux de 3,40 m de large, même les petits, qui ont un maximum de façade. Et donc on a voulu compresser pour avoir une double circulation et permettre de travailler à tout le monde, porte ouverte, sans qu'il y ait d'interaction sonore d'un bureau à l'autre. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a ce vivre ensemble par la circulation avec tous les équipements communs du cœur, et cette possibilité de travailler en ayant l'impression d'appartenir à une équipe, sans s'enfermer dans son bureau. Donc il y a un autre sujet assez important que vous allez voir dans les circulations, c'est qu'on a fait en sorte qu'il y ait de la lumière naturelle partout. Dans toute circulation, il y a un dégagement visuel de lumière naturelle, de la transparence, et qu'on comprenne à chaque étape ou à chaque positionnement du bâtiment où on se situe dans l'épaisseur du bâtiment et dans la hauteur. Donc tous les escaliers sont vitrés, il y a des visibilités, des mezzanines, des espaces communs à chaque fois qu'on a pu trouver une dilatation. Donc je vous invite à venir vous promener avec ces quelques éléments de lecture que je viens de vous donner. On va déambuler dans les circulations, vous allez voir un peu comment sont faits les bureaux. Et dans la dernière salle en bas, il y a l'ensemble des 4 planches du concours d'origine dont on a été lauréat. Et vous pourrez voir sur un même programme comment 4 réponses différentes peuvent être apportées et comment un jury fait un choix. Peut-être qu'à ce moment-là, vous pourrez un peu plus expliquer comment vous avez fait votre choix. Mais c'est bien de comprendre aussi, et vous verrez, vous comprendrez le gabarit de l'urbaniste qui nous a été donné, puisque finalement les 4 réponses formelles sont à peu près les mêmes. Les variations, elles se sont faites dans l'écriture de façade, la modularité, les choix de matériaux, et sans doute l'ergonomie, le vivre ensemble, qui a permis de vous proposer ça aujourd'hui. On y va ? Donc on fait que le 2e étage et après on descend à la salle de la conférence. Les bureaux qui sont sur toutes les façades, tout autour. Et donc on retrouve cet alignement de bureaux. Ce qui est très intéressant, c'est la modularité de l'architecture qui a été pensée dès le départ, c'est que les bureaux ils peuvent être recloisonnés, décloisonnés comme on veut. Donc on peut réduire des surfaces de bureaux, rajouter des bureaux, déplacer des cloisons. Le fait que ce soit une structure bois permet vachement de modularité demain. Ouais. Vous n'avez pas de mur porteur sur tout l'ensemble en fait là. Donc ça permet d'adapter l'entreprise. Aujourd'hui on a 80 salariés qui sont ici, mais demain, après-demain, après-demain, dans 30 ans, on aura peut-être 120, donc il faut pouvoir retrouver de l'espace pour pouvoir accueillir les nouveaux collaborateurs. Alors là on est côté nord. C'est un bâtiment très très vitré, donc très lumineux. Lumière naturelle au maximum, etc. Mais il est plein sud sur une grande partie, est-ouest. Et c'est assez marrant parce que même la partie nord a dû être... on a dû mettre des volets réglables automatiquement par rapport à la luminosité. Parce qu'en fait, on peut avoir de la réflexion des bâtiments en face qui viennent même sur le nord. Donc pour garder ce confort thermique d'été, pareil, les volets se règlent automatiquement en fonction de la luminosité et du rayonnement qu'il peut y avoir. Et ça fonctionne plutôt bien. Au bout de 6 mois, bon là, effectivement, c'est très dur. Parce que dehors, il fait 43 degrés, mais il fait 28 aujourd'hui dans le bâtiment. Voilà, sans climatisation. Donc ces systèmes-là qui s'autorégulent sont vraiment très efficaces. Donc moi, c'est Eulalie Lemaguerre. Je travaille pour l'entreprise Leroy Paysage qui a réalisé en fait l'aménagement des espaces verts autour du bâtiment, donc du lot de la parcelle. Donc ça prend en compte notamment ce carré-ci, et puis de l'autre côté il y a une frange de gradine également. Donc là l'idée c'était d'être sur quelque chose de simple en termes d'usage, accès au bâtiment, revêtement en béton micro désactivé, des pavés avec des joints engazonnés quand ils sont encore verts, pour faire une évolution, pour passer, pour faire,
pour faire une transition vers les plantations. Au niveau des plantations, on est sur des tapis de vivaces qui étaient pré-poussés, qui ont été mis en place sur de la terre végétale ramenée. On a légèrement bombé parce qu'avec 30 cm de sol à la base, donc pour ramener un petit peu plus de végétation, qui a souffert avec les chaleurs actuelles forcément, mais qui vont se régénérer. On est sur de la vivace, sur de la graminée, des choses relativement adaptées quand même à des périodes assez sèches comme des périodes humides qu'on peut avoir. Et puis on a quelques touffes qui sont normalement amenées à grossir. Donc il y en a certaines qui nécessiteront d'être remplacées au vu de leur état actuellement, mais pour créer un petit peu de volume. Ça a été aussi imaginé de manière à être assez brute, en adéquation avec le bâtiment, et facile d'entretien. Ça ne nécessite pas de tonte. On vient faucher 1 à 2 fois de l'année et on désherbe aussi pour éviter qu'il y ait des adventices qui viennent prendre le dessus et qui fassent que ça devienne monospécifique. Voilà, on est sur un espace assez limité, simple. C'est pas forcément l'esthétique qu'on est habitué à voir, donc ça permet aussi, il faut un peu remettre notre cahier de charge mentale sur qu'est-ce qui est beau et qu'est-ce qui est pratique en extérieur. Il faut un petit peu le remettre à la page en se disant que des fois des milieux un peu plus bruts, un peu plus simples permettent quand même d'infiltrer l'eau sur place, d'activer les pollinisateurs, de fixer le carbone, de désimperméabiliser les sols, tout en limitant le coût de l'entretien par la suite. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Vous avez réutilisé la terre végétale qui était déjà présente avant le projet ou alors vous avez dû ramener de la terre végétale sur site? On a ramené la terre, alors il y avait une partie de sol un petit peu en place, on en a ramené aussi et qu'on a amélioré, qu'on a amendé pour pouvoir réadapter le sol à une végétalisation.